Nous sommes en 2026, une époque où l'intelligence artificielle générative est absolument omniprésente. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, en une fraction de milliseconde, n'importe quel algorithme accessible depuis un banal téléphone portable peut résoudre des équations différentielles hyper complexes. Tout à fait. Il peut générer des graphiques en 3 dimensions ou modéliser des systèmes dynamiques avec une précision complètement vertigineuse. Absolument. On a externalisé une grande partie de notre puissance de calcul. Et pourtant, sur un document officiel, posé sur les tables d'une salle de classe, trône un symbole rouge vif, un symbole frappé d'une ligne diagonale implacable. Ah oui, cette fameuse interdiction. Une interdiction formelle, stricte, absolue, de la moindre assistance technologique. Pas de machine, pas de calculatrice, juste un cerveau humain, un stylo et une feuille de papier. C'est un contraste vraiment saisissant. N'est-ce pas? Bah oui, au sommet de l'ère technologique, l'institution exige un retour radical au dénuement cognitif le plus total. C'est exactement le point de départ de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Et attention, ce document, ce n'est pas un traité de philosophie sur le refus de la modernité, hein. Non, c'est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est un devoir surveillé de mathématiques. Un contrôle numéro 3, très officiellement estampillé par le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie régionale de Fès-Meknès. Plus précisément administré au sein du groupe scolaire Fès City. Exactement. Et ça cible le niveau 3AP, donc la 3e année du parcours international collégial. On parle donc d'adolescents d'environ 14 ou 15 ans. Voilà, et la date est cruciale. Ce test a été administré le 22 mai 2026. Et se plonger dans ce texte précis, ce n'est pas simplement regarder des jeunes aligner des chiffres sur une copie. Non, bien sûr que non. C'est vraiment examiner une cartographie de la pensée logique. C'est en fait analyser comment un système éducatif tente de structurer le raisonnement face à la complexité du monde actuel. Bon, décortiquons tout ça. Par où commence ce véritable parcours du combattant intellectuel? Eh bien, ça commence par poser un cadre très strict. Ouais, avant même le premier chiffre, on a la mise en place de ces règles du jeu. Il y a une instruction préliminaire qui retient tout de suite l'attention. La fameuse consigne sur la justification. C'est ça, je cite, « Toute réponse doit être justifiée et les solutions partielles seront examinées ». Le message sous-jacent est quand même fascinant. Parce que la destination compte finalement moins que la démonstration du chemin emprunté. Exactement. L'évaluation porte vraiment sur le processus, pas juste sur le produit fini. C'est la démarcation fondamentale entre, disons, la devinette et la science pure. Ouais, c'est clair. Mais cette exigence de justification, couplée à ce fameux panneau d'interdiction de la calculatrice dont vous parliez, Ce gros sens interdit rouge. voilà, eh bien, ça crée une pression immédiate. L'esprit de l'élève est acculé, il est forcé de puiser dans ses propres réserves. Et c'est là que l'examen lance sa première offensive. La première partie, c'est une section purement théorique, notée sur 3 points. Intitulé « Question de cours C'est ça. Et on y demande une restitution quasi littérale, des définitions par cœur en fait. ». Oui, des choses très pointues. Par exemple, il faut nommer le paramètre petit a dans l'expression de la fonction affine f de x égale ax plus b. Il faut aussi expliquer à quoi correspond l'ordonnée à l'origine, le petit b. Et puis, on exige de définir ce qu'est une variable quantitative dans le domaine des statistiques. C'est super précis. Il y a également cette question incontournable, rappeler que la somme des fréquences d'une série statistique est toujours invariablement égale à 1. Ou 100%, ouais. Exactement, c'est vraiment la fondation. C'est un prérequis, la fondation de la langue mathématique. Sans ce vocabulaire, c'est un peu comme essayer de lire un roman dans une langue étrangère sans avoir appris la grammaire. L'analogie est très juste. Impossible de lire la suite de la partition. Mais honnêtement, là, j'ai une objection qui s'impose. Je vous écoute. En posant des questions de cours aussi frontales, avec, tu sais, une attente de restitution au mot près, est-ce qu'on ne récompense pas simplement la mémoire brute? C'est la critique classique, oui. Je veux dire, est-ce qu'on ne valorise pas l'élève qui récite tel un perroquet au détriment de la véritable créativité ou de l'intelligence mathématique? Eh bien, c'est une critique légitime et très répandue dans les débats pédagogiques contemporains. On oppose souvent, et à tort d'ailleurs, la mémoire et l'intelligence. Ça semble quand même être 2 facultés différentes, non? En apparence. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le rôle biomécanique que joue cette mémorisation dans l'architecture de la pensée. Comment ça, biomécanique? Pour comprendre cette exigence, il faut se tourner vers les sciences cognitives, et plus précisément vers ce qu'on appelle la théorie de la charge cognitive. La fameuse charge cognitive. Voilà.
Notre mémoire de travail, c'est ce petit espace mental qui nous permet de manipuler des informations en temps réel pour résoudre un problème inédit. L'équivalent de la mémoire vive sur un ordinateur en gros. Exactement la même chose. Et cette mémoire de travail humaine est d'une petitesse effarante. Elle ne peut retenir que quelques éléments à la fois. Genre 3 ou 4 concepts simultanément, c'est ça? C'est à peu près ça. Donc, si l'on doit activement réfléchir au sens des mots même de la consigne, Cet espace est déjà saturé avant même d'avoir commencé à chercher la solution. absolument. C'est tout le principe de l'automatisation. Prenez l'apprentissage de la lecture, par exemple. Oui, quand on est enfant. Un enfant qui déchiffre péniblement chaque syllabe lettre par lettre, eh bien, il épuise sa charge cognitive. Donc à la fin de la phrase, il a oublié le début. Voilà, il est incapable d'en comprendre le sens global, car son cerveau était entièrement focalisé sur la mécanique de décodage. Ah, je vois où vous voulez en venir avec les mathématiques. Il en va de même ici. Si un adolescent de 15 ans face à une droite géométrique doit mobiliser son énergie mentale pour se souvenir consciemment de la définition d'une ordonnée à l'origine, Il n'a plus de bande passante cognitive pour analyser la pente ou l'intersection de cette droite. c'est exactement ça. Exiger le par cœur sur ces définitions crée des schémas neuronaux automatisés. Mais attendez, là, je dois vous relancer sur ce point précis. Allez-y. Si le but est de libérer la charge cognitive, l'argument pourrait complètement être inversé. Comment ça? C'est exactement la promesse de la calculatrice, ou pire, de l'intelligence artificielle dont on parlait. Sous-traiter la mémoire pour laisser le cerveau libre de se concentrer sur la stratégie de haut niveau. Je vois. Pourquoi s'échiner à mémoriser ce qu'une machine sait parfaitement? On lui demande la formule, elle la donne, et nous, on réfléchit au vrai problème. Parce que c'est une illusion d'externalisation. Une illusion. Oui. Sous-traiter la donnée brute à une machine, ça fonctionne pour une tâche d'exécution pure, mais en phase d'apprentissage, c'est une véritable catastrophe conceptuelle. Vraiment? À ce point-là? Je vous assure, si le cerveau ne possède pas la définition intrinsèque et automatisée de la fréquence statistique en lui-même, il ne peut tout simplement pas tisser de lien avec d'autres concepts abstraits. D'accord, donc la machine peut nous donner le chiffre, mais on ne sait pas quoi en faire. La machine peut afficher le chiffre 1, oui, mais seul le cerveau qui a profondément intériorisé que 1 représente la totalité absolue du groupe étudié pourra faire le saut conceptuel pour en déduire, par exemple, des probabilités. Ouais, ça demande une compréhension intime du concept. La mémoire n'est pas un simple disque dur que l'on peut brancher à l'extérieur. C'est le tissu même sur lequel l'intuition scientifique se forme. C'est une distinction cruciale, ça. En fait, on ne mémorise pas pour stocker des données, on mémorise pour fluidifier la pensée. Parfaitement résumé. Et cette fluidité, croyez-moi, elle va être exigée de manière assez brutale. À ça, le passage à la suite de l'examen est corsé. Parce que la suite du document impose un véritable choc thermique intellectuel. Dès que le vocabulaire est validé dans cet exercice 1, l'élève doit passer à l'application. Et pas n'importe comment. Non. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont l'examen force le cerveau à faire un grand écart monumental entre la boue du réel et le vide intersidéral de la théorie abstraite. Une transition qui s'opère d'ailleurs sans le moindre filet de sécurité. C'est le cas de le dire. Explorons un peu l'organisation des concepts sur cette feuille. Allons-y. D'un côté, avec l'exercice 2, on plonge dans une matérialité presque triviale. L'élève doit analyser les résultats d'une évaluation au sein d'une évaluation. C'est une mise en abîme assez amusante, je trouve. Ouais, c'est génial. Ce test de mathématiques donne les résultats réels d'un autre test de mathématiques d'une autre classe. Avec des effectifs très précis, si je me souviens bien. Très précis. On sait que 2 élèves ont eu la note de 5 sur 20, on sait que 7 élèves ont arraché la note de 8 et que 2 autres ont culminé à 10. C'est la matière première humaine, tangible. Totalement. Ce sont des statistiques descriptives classiques, ancrées dans un quotidien que l'élève connaît intimement. L'angoisse de la note, la position de chacun par rapport au groupe. Tout est ça leur parle. Et à partir de cette liste hétéroclite, la consigne exige des trucs très concrets. Comme trouver le mode. Voilà, déterminer la note médiane, calculer une moyenne arithmétique précise au 10e près. Il y a aussi la conversion de ces données pour un diagramme, non? Exactement, ils doivent les intégrer dans un diagramme circulaire en calculant l'angle précis du secteur qui correspond à la note 8. On est dans la mesure pure de la réalité. On manipule le monde physique. Mais simultanément, bim, ailleurs dans le devoir, avec l'exercice 1, c'est l'effacement total du monde physique. L'examen bascule vers un système d'équations à 2 inconnus. Les fameux X et Y. Voilà, on a 2x moins y égale 5 et x plus 3y égale 6. Fini les notes, terminez les élèves de la classe. Il n'y a plus que des lettres, les symboles complètement dénués de chair. C'est vraiment le jour et la nuit sur la même page.
Alors, quel est le mécanisme pédagogique derrière cette exigence? Pourquoi forcer un élève à passer brutalement de l'étude statistique d'un groupe humain à la manipulation d'entités purement virtuelles? Eh bien, si l'on relie cela au contexte global de la formation scientifique, c'est l'essence même de l'épistémologie qui est testée ici. Carrément l'épistémologie? Absolument. C'est la capacité à naviguer entre l'induction et la déduction. D'accord. Développez un peu pour voir. La partie statistique enseigne aux élèves que les mathématiques sont le meilleur outil pour organiser le chaos du monde naturel. Ouais, parce qu'une liste de notes balancées en vrac, c'est illisible. C'est inexploitable, mais dès que l'élève calcule la médiane, il trouve le centre de gravité de cette classe. Il scinde la population en deux moitiés égales. Il a transformé du bruit en véritable information? Exactement. C'est l'utilité empirique et immédiate des mathématiques. C'est l'outil qui permet de lire le réel. Précisément. Mais le réel, par nature, est borné par notre intuition immédiate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout visualiser. Voilà. Si les problèmes deviennent systémiques et très intriqués, nos sens et notre observation directe s'effondrent. On ne peut plus juste regarder les chiffres pour comprendre. Et c'est là que l'abstraction entre en jeu. C'est là que l'abstraction, représentée par ces fameuses équations avec x et y, prend le relais. Passer brutalement aux variables abstraites force le cerveau à comprendre que l'on peut créer des modèles universels. Donc, les lettres ne sont plus des objets. Non, ce sont des réceptacles logiques pour représenter l'inconnu. C'est fascinant. Savoir vérifier si le couple 2 et moins 1 est la solution de ce système, c'est s'entraîner à suivre des règles de manipulation symbolique. Des règles qui resteront vraies que l'on calcule des trajectoires planétaires ou des rendements agricoles. C'est un exercice vertigineux quand on y pense. En gros, on dit à l'adolescent « maîtrise le réel avec les statistiques, mais accepte de le quitter totalement pour pouvoir résoudre les problèmes invisibles ». C'est une belle expression. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'architecte de cet examen ne s'arrête pas à la simple séparation de ces deux mondes. Non, il va plus loin. Il exige ensuite leur collision spatiale. Ah, la convergence ultime. La fusion entre la rigueur de l'algèbre et la représentation de l'espace géométrique. Exactement, c'est le plat de résistance. Plus de la moitié des points du contrôle, on parle de 11 points au total, sont concentrés sur la géométrie analytique, les exercices 3 et 4. C'est massif. On introduit un repère orthonormé, le classique repère OIJ. L'élève doit projeter des points dans cet espace, calculer les coordonnées de vecteurs, par exemple à partir des points A, 3, 1 et B, -1, -1. Oui, il y a aussi la preuve des propriétés géométriques d'un parallélogramme. Le fameux quadrilatère ABCI, oui. Et puis arrive la grande synthèse, les fonctions. Avec une fonction linéaire et une fonction affine. Voilà, c'est un peu comme le travail d'un architecte. Au début, il passe des semaines sur des tableurs arides, manipulant des équations de tension pour calculer les forces invisibles qui s'exerceront sur un pont. Ça, c'est l'algèbre pure. L'abstraction mathématique brute. Et soudain, il passe au plan en 3 dimensions. L'équation de contrainte devient l'angle physique d'un pilier en acier. C'est une superbe image. Eh bien, sur cette copie d'examen, c'est pareil. Les expressions algébriques se transforment littéralement en lignes droites, sobrement nommées D et delta, tracées dans un espace quadrillé. C'est une traduction spatiale de la logique pure. C'est vraiment le moment où le cerveau réalise que l'algèbre et la géométrie parlent exactement de la même réalité. Mais dans des dialectes différents. C'est exactement ça. C'est une réalisation profonde. Mais c'est justement sur les modalités de cette traduction spatiale que j'ai envie de vous challenger un peu. Allez-y, je suis prête. L'exercice pousse l'exigence très loin. L'élève doit démontrer, par le calcul rigoureux, que les droites D et delta sont perpendiculaires. Très bien, c'est de la logique. Oui, Mais ensuite, il doit identifier le point d'intersection, nommé K. Et là, la consigne exige de résoudre cette intersection, je cite, graphiquement. oui, avec les outils de géométrie de base. Franchement, pourquoi forcer l'usage du dessin? L'algèbre est implacable, propre, infiniment précise. Un tracé manuel sur une feuille comporte des marges d'erreur monumentales. C'est sûr qu'un trait de crayon peut dévier. Mais oui, un crayon mal taillé, une règle qui glisse d'1 millimètre, un papier un peu froissé, et tout est faussé. C'est vrai. Pourquoi l'institution pédagogique exige-t-elle de redescendre dans l'imprécision matérielle du dessin alors que l'élève vient tout juste de prouver qu'il maîtrisait l'outil algébrique parfait? C'est une analyse très pointue de votre part. Pourquoi retourner à la rugosité de l'outil physique? Oui, pourquoi?
La réponse dépasse très largement le cadre strict des mathématiques. Il s'agit en réalité de la construction de la pensée critique face aux algorithmes aveugles. Pensée critique, mais on fait des maths, là. Justement, la représentation graphique n'est pas une simple illustration pour faire joli, c'est un garde-fou. C'est littéralement le système immunitaire de la logique. Le système immunitaire. Dans quel sens? Réfléchissez-y. Résoudre un problème de manière uniquement algébrique demande d'exécuter une suite d'opérations algorithmiques. C'est un processus en tunnel. On applique la formule étape par étape. Voilà. Et un élève très scolaire peut parfaitement appliquer une recette de calcul, commettre une banale erreur d'étourderie au milieu. Genre oublier un signe négatif. Exactement. Oublier un moins ou diviser au lieu de multiplier, et il va aboutir à une coordonnée complètement absurde sans jamais s'en apercevoir. La logique algébrique est aveugle à ses propres erreurs de frappe. Ah oui, c'est l'expérience classique où un élève trouve que la distance entre deux villes est de moins 14 km. Et il encadre sereinement le résultat en rouge. Ouais, on a tous fait ça, oui. Eh bien, c'est le danger de l'abstraction déconnectée. En imposant la résolution graphique à la fin, on force le retour à la réalité tangible. On l'oblige à regarder le résultat avec ses yeux. C'est ça. Si le tunnel algorithmique lui dit que l'intersection se trouve au point 5, 5, mais que sur le papier quadrillé, sous ses yeux, les deux droites se croisent visiblement dans une zone complètement opposée, Dans les négatifs, par exemple. voilà, le cerveau subit un choc, une dissonance cognitive immédiate. L'évidence visuelle heurte violemment le résultat théorique. Et c'est à ce moment précis que naît le doute scientifique. L'élève est forcé de s'arrêter. Il doit questionner sa démarche, revenir en arrière, chercher l'erreur dans son calcul. Mais attendez, si l'erreur vient du tracé manuel lui-même, si c'est la fameuse règle qui a glissé sur le papier, C'est possible aussi. est-ce que cela ne risque pas d'induire le doute sur un calcul théorique qui, lui, était parfaitement juste? Eh bien, c'est tout le génie de la méthode. Le fait même de devoir arbitrer entre la confiance en son calcul abstrait et la confiance en sa construction matérielle, c'est l'exercice ultime. Ça oblige à auditer chaque étape, en fait. Absolument. Mais plus fondamentalement, cette double exigence graphique et calculatoire inculque une leçon philosophique durable aux jeunes. Laquelle? Que la vérité, solide en sciences comme ailleurs, est celle qui résiste à l'épreuve de perspectives multiples. Si l'équation mathématique est juste, sa traduction spatiale doit l'être aussi obligatoirement. C'est profond. Savoir naviguer entre la formule y égale moins 2x plus 3 et la pente descendante sur une vraie feuille de papier, ça prouve qu'on n'est pas un simple exécuteur d'instructions. Exactement. Ça prouve que l'on est un interprète conscient d'un système complexe. Franchement, quiconque parcourt cette simple feuille A4 avec attention réalise l'immensité du cheminement mental exigé. C'est loin d'être anodin. Ce n'est en rien une liste de tâches arbitraires qu'on balance pour occuper des ados pendant 2 heures. C'est une progression d'une sophistication redoutable. Une progression très calculée. Le parcours commence par l'ancrage indispensable de la mémoire, un refus catégorique de l'ignorance sémantique avec ces fameuses questions de cours. Ensuite, il se poursuit par une immersion dans le monde réel avec l'extraction d'informations statistiques. Avant d'arracher violemment l'esprit vers le domaine de l'abstraction pure des équations sans contexte. Et il culmine, comme on vient de le voir, dans cette majestueuse tentative de réunifier l'espace et la logique. Où la ligne droite, imparfaitement tracée, justifie le calcul algébrique parfait. Franchement, c'est une gymnastique mentale d'une intensité rare. Ce qui souligne brillamment pourquoi décrypter ces évaluations scolaires est un exercice sociologique fascinant. Ça nous en dit long sur notre société. Cela rappelle à notre audience que l'ambition d'une éducation scientifique rigoureuse n'a jamais été de produire des calculatrices humaines. Le calcul pour le calcul, ça n'a aucun intérêt. Aucun, surtout aujourd'hui. L'objectif est infiniment plus élevé. Il s'agit de forger une architecture cognitive robuste, des esprits capables de trier des données chaotiques, de s'abstraire du bruit environnant pour modéliser des lois. Et d'utiliser des représentations multiples pour vérifier impitoyablement la justesse de leurs propres intuitions. Des esprits libres, en somme. Des esprits libres, oui, parce que méthodiques. Et c'est justement cette idée de liberté intellectuelle qui nous ramène à la pensée la plus vertigineuse de cette exploration. Ah, le contexte technologique. Une réflexion qu'il est impossible d'esquiver avant de refermer ce dossier. Nous l'avons dit en préambule, la date inscrite au sommet de cette épreuve est le 22 mai 2026. Une année charnière.
L'omniprésence de l'intelligence artificielle n'est plus du tout une promesse future. C'est l'infrastructure même de la société contemporaine. N'importe quel logiciel basique peut recracher la définition d'une variable quantitative en un clin d'œil, Il peut calculer la médiane d'un échantillon croisé sans effort. ou tracer les asymptotes d'une fonction complexe instantanément, sans la moindre erreur d'inattention ou le moindre crayon mal taillé. Évidemment. Et pourtant, ce grand cercle rouge barre toujours la calculatrice. Face à l'immensité de la capacité technologique environnante, certains pourraient être tentés de voir dans cette interdiction stricte un simple combat d'arrière-garde. C'est ce que beaucoup de critiques affirment. Ils y voient l'entêtement dogmatique d'un système éducatif fossilisé, qui refuse d'accepter que les outils de résolution ont irrémédiablement changé. Mais à la lumière du parcours cognitif que nous venons de décortiquer ensemble, une toute autre hypothèse émerge. Une hypothèse beaucoup plus existentielle, je dirais, pour l'avenir de la pensée humaine. Et si cette contrainte n'était pas du tout un archaïsme? Et si au contraire c'était l'acte de résistance le plus crucial de notre époque? C'est une question puissante. Si imposer à un esprit en développement de tracer des droites à la main et de justifier chaque déduction logique était, en fait, le seul rempart contre l'atrophie intellectuelle globale. Dans un monde où la réponse est toujours donnée, prémâchée par la machine. Voilà. Exiger que l'adolescent construise lui-même le chemin vers la solution devient l'unique garantie qu'il conserve à terme son autonomie de pensée. Ce devoir de mathématiques de 2026 ne teste peut-être pas du tout la capacité à survivre dans un monde sans technologie. Non, ça n'aurait aucun sens. Il forge peut-être au contraire la capacité à survivre intellectuellement face à cette technologie en refusant viscéralement de lui sous-traiter notre propre architecture cognitive. C'est une réflexion qui dépasse très largement le cadre des simples équations du premier degré. Complètement. Et qui laissera sans doute tout observateur de notre époque face à ses propres certitudes sur l'éducation. Le débat sur la délégation de notre intelligence à la machine ne fait, à mon avis, que commencer. Et la cartographie de cette petite feuille de papier en fut aujourd'hui un témoin silencieux et implacable. C'est ainsi que s'achève notre immersion dans cette fascinante géométrie de l'esprit.